Événement Éléphant, mémoire du cinéma québécois au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est la première fois qu'on fait cette collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal à l'occasion de cette exposition qui nous a tous beaucoup excités quand on a su qu'elle allait avoir lieu, qui est « Il était une fois le western ». On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une occasion d'en savoir un peu plus sur cette influence du western dans le monde du cinéma québécois. Et j'ai le grand plaisir de demander à Éric Bédard, un historien que je chéris, qui est un fidèle d'Éléphant, de présenter notre conférencière. Éric? Alors, c'est à pied levé que je vous présente une collègue, professeure associée à la Georgetown University. Madame Santoro, ça a été pour moi au départ une voix. Une voix puisque nous étions ensemble à l'Association internationale des études québécoises et elle est maintenant la présidente de cette Association internationale d'études québécoises depuis 2015. Et ce serait intéressant d'apprendre comment, par exemple, Milena Santoro en est venue à s'intéresser, elle qui est originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, et qui a fait sa thèse donc à Princeton et qui maintenant est professeur à Georgetown et qui a développé là des cours sur le Canada français, sur le Québec, sur son cinéma, sur les défis donc de la culture québécoise aujourd'hui. Elle prépare en ce moment un livre, je vais vous traduire le titre, La rencontre de l'autre dans le cinéma québécois depuis les années 60. Elle a déjà publié 2 ouvrages chez McGill-Queen's University Press et donc elle est tout à fait, c'est une excellente conférencière pour nous. Elle va nous présenter donc l'influence du western sur le cinéma québécois. On me dit que c'est même un chapitre de son prochain livre. Donc je vous la présente, Milena Santoro. Merci. Merci infiniment d'être là un vendredi après-midi quand il fait si froid. J'aimerais tout d'abord remercier Claude Fournier et Marie-Josée Raymond que j'ai rencontrés à Washington grâce au directeur du Bureau du Québec et nous nous sommes parlé de nos intérêts communs et voilà comment cette conférence a pu avoir lieu. Donc merci infiniment à Éléphant et à son équipe de tonnerre. Merci aussi au Musée des Beaux-Arts de m'accueillir ici. Merci à la Cinémathèque québécoise, en particulier Lorraine Leblanc et Julienne Boudreau qui m'ont beaucoup aidé au cours de mes recherches sur le cinéma québécois. Et finalement, merci à l'AIEQ, à l'Association internationale des études québécoises, qui fête cette année ses 20 ans d'existence et qui a une brochette d'activités extraordinaires dans le monde entier que nous arrivons à soutenir avec très peu de moyens d'ailleurs, mais avec beaucoup de succès et beaucoup de convivialité. Merci Éric de cette présentation qui montre un peu comment cette convivialité continue et persiste. Donc, qui dit western fait surgir immédiatement à l'esprit les signes et les conventions du genre. Images des paysages grandioses du Far West, traversés par un cow-boy à cheval, pistolet à la hanche, chaussé de bottes en cuir, coiffé d'un chapeau Stetson, prêt à faire ses preuves face aux indigènes, au climat, au bétail ou au hors-la-loi, dans sa quête de vengeance, de solitude, de sa fortune, ou encore, s'il n'est pas un lone cowboy à la Will James, d'une femme capable de supporter la vie à la dure et mettre au monde sa descendance. Ces traits nous sont familiers, en partie parce que le western comme genre filmique fait tellement partie intégrante de l'histoire du cinéma qu'il est devenu un lieu commun et le mythe incontournable au cœur du sentiment d'appartenance historique au continent nord-américain. Mon propos aujourd'hui est de suggérer que l'imaginaire du western est aussi présent dans le cinéma québécois et constitue l'un des signes de l'américanité, sinon de l'américanisation, de la culture populaire au Québec. Les historiens du cinéma semblent s'accorder pour voir l'émergence du western en tant que genre filmique américain reconnaissable et reconnu entre 1907 et 1911.
avec la désignation western apparaissant comme substantif pour la première fois en 1910. Mais même avant, les ingrédients de ce qui deviendrait le western étaient bien présents, tant aux États-Unis qu'au Canada, et cela depuis l'invention du cinéma à la fin du 19e siècle. Pendant que Thomas Edison tournait plusieurs de ses premiers films muets sur les danses sacrées des tribus Pueblo et sur le Wild West Show de Buffalo Bill, au Canada, les caméras des Frères Lumière se braquaient sur des tribus d'ici, comme les Mohawks. Le premier court-métrage de fiction au Canada, tourné en 1903 par l'Américain Joe Rosenthal pour Canadian Bioscope, appelé Hiawatha, The Messiah of the Ojibwe, misait déjà sur l'exotisme et la soumission des Premières Nations aux Blancs. La même année, Edwin Porter tourne The Great Train Robbery, court-métrage américain, qui laisse prévoir cet autre grand personnage du western, le Iron Horse, ou chemin de fer, qui figurera dans tant de westerns dans les décennies suivantes. Les indigènes, dont on préserve les pratiques et les traces de résistance sur pellicule, le chemin de fer, qui permet le développement de l'Ouest, et les cowboys et pionniers, qui installent un nouvel ordre sur le territoire conquis, voilà les éléments dramatiques de base dont les combinaisons infinies se voient dans les milliers de westerns, tant muets que parlants, qui ont suivi les premiers films de fiction produits par l'industrie du cinéma. Aussi récemment que 2002, dans un article sur le western dans 24 images, nous lisons, et je cite, « Le western essentiel, instrumental à la naissance du cinéma a parcouru toute l'histoire du cinéma américain. » Fin de citation. C'est vrai que la quantité de films de ce genre dépasse de loin tous les autres, et cela pendant au moins les premiers 50 ans de l'industrie. La production de western aux États-Unis atteint son apogée après la Deuxième Guerre mondiale, avec quelques 400 films de genre produits pendant les années 40, et au-delà de 500 films, et bien plus de séries pour la télé produits pendant la décennie suivante. Ce n'est qu'aux années 60 que le western semble entrer un peu en déclin, avec seulement 200 qui se présentent en salle pendant cette décennie-là. Ceci dit, pendant les années 60, quelques 500 westerns se produisent ailleurs dans le monde, dont l'Italie, d'où l'appellation western spaghetti qui apparaît à l'époque. Depuis, et nonobstant la tendance des critiques à annoncer sa disparition constamment, le western revient encore régulièrement à l'écran. Un siècle après The Great Train Robbery, pour chaque navet moderne comme Cowboys and Aliens, il y a aussi plusieurs francs succès comme Brokeback Mountain, True Grit, Django Unchained ou The Revenant, pour ne nommer que ces titres de mémoire récentes. Au Québec, au moment donc où le western connaît son apogée ailleurs, l'industrie cinématographique comme telle ne fait que commencer. Pensez-y. C'est d'abord et avant tout à l'Office national du film qu'elle prend racine, parce que c'est là où l'équipe française se met sur pied après 1956, quand l'ONF a déménagé à Montréal. Et ces techniciens, ces artistes inventent le cinéma direct avec son et images synchrones. Fin des années 50, début des années 60. Donc, même si on ne peut pas, à proprement parler, identifier des westerns québécois à cette époque, le cinéma de genre commence à se voir vraiment au Québec seulement après 1970, je dirais, les cinéastes francophones de l'ONF n'échappent pourtant pas au long bras de son influence. Aussi voudrais-je commencer mon analyse de l'influence du western sur le cinéma québécois avec le documentaire ONFien Pour quelques arpents de neige, réalisé par Jacques Godbout et Georges Dufaux en 1962. Pour quelques arpents de neige. Dans ce documentaire de 27 minutes, il s'agit des immigrés qui arrivent au Canada en bateau et prennent le train d'Halifax à Montréal au milieu de l'hiver. Leur témoignage et la narration en voix off racontent les rêves américains des nouveaux arrivants, qu'ils viennent d'Italie, d'Allemagne ou de la Syrie. Une fois dans le train, ils chantent dans leur langue maternelle, partagent de maigres repas, s'occupent de leurs petits ou méditent leur peur en regardant des paysages blancs passer de l'autre côté de la fenêtre. La blancheur du paysage, traversée par des clôtures et ponctuée par des maisons ou des granges, rappelle un peu
les territoires poussiéreux du Far West apprivoisés par les pionniers. Or, vers le dernier tiers du film, il arrive que ce rapprochement devient explicite à cause de l'insertion de séquences tirées de Le Iron Horse, film de John Ford de 1926. Les scènes intercalées montrent un train qui est pris d'assaut par des indigènes sur des chevaux, qui galopent dans la poussière ou encore dans d'autres moments du film dans la neige. Soit que les immigrés ont peur de l'inconnu et de l'autre qui les attend, soit que cette séquence sert à rappeler au spectateur le prix à payer pour la colonisation du continent, le message est on ne peut plus clair. L'expérience de l'immigrant qui vient construire une nouvelle vie ici n'est pas sans embûches. En cela, le Canada et les États-Unis se ressemblent et partagent un seul et unique imaginaire, symbolisé par le western et ses codes, y compris le voyage périlleux, en chariot ou plus tard sur le chemin de fer. Bien que le titre de ce documentaire rappelle la colonisation de la Nouvelle-France, dédaignée de façon célèbre par Voltaire, sa stratégie narrative d'intercaler les clips d'un western nous incite à considérer l'immigration à l'échelle du Nouveau Monde, comme partie de l'histoire du rêve américain, explicitement évoquée par le texte et les images du film de Godbout et Dufaux. Le recours au western ici est donc un raccourci permettant d'évoquer les expériences et les craintes universelles des nouveaux venus en Amérique. Le rêve américain, véhiculé par le western, est celui de pouvoir changer sa vie, se renouveler et instaurer un nouvel ordre social où l'individu est libre de faire son destin ou plus encore devenir juge et justicier face aux ennemis. Au Québec, plusieurs films de fiction tournés pendant les années 70 portent la trace de ces notions clés, même s'ils ne reproduisent pas tout du décor historique et des codes du western. Situés au passé ou au présent, au Québec ou encore dans l'ouest du Canada, cette série de films rend compte de l'intérêt du western comme façon de raconter la conquête du territoire, tout en soulignant que c'est souvent les Autochtones qui en font les frais. Mon analyse de cette deuxième période de production importante se fera alors en deux temps, d'abord en suivant la piste autochtone et ensuite en retraçant l'autre moitié de l'histoire, celle des pionniers et de leurs espoirs. Donc, piste 1, la disparition est arrivée, ordre délibéré, des voix autochtones. Ce n'est qu'aux années 70 que l'industrie du cinéma au Québec commence à avoir les moyens de s'aventurer sur le terrain des films de genre. Aussi n'est-il pas surprenant de voir, au cours des histoires qu'on tourne, des allusions au western, surtout quant au désir de s'emparer du territoire et évincer ceux qui y sont déjà. Jean-Pierre Lefebvre, ayant déjà montré son intérêt pour l'histoire de la colonisation dans Le Révolutionnaire en 1965, y revient en 1971 avec Les Maudits Sauvages, film qui résume 300 ans d'histoire à travers le rapport entre un coureur de bois, Thomas Hébert, et une femme indigène, Tekakwitha. Dans l'extrait que je vais vous montrer, c'est elle qui assume la narration, offrant donc un contrepoint au récit de l'homme blanc, même si Tekakwitha occupe une position symbolique surdéterminée, doublement soumise en tant qu'indigène et femme. Ce pays, autrefois, n'était à personne. Puis il fut nôtre. Il fut la terre de nos tribus et de nos dieux. Et nous tuâmes les animaux et les plantes pour nous nourrir, nous vêtir. Puis vinrent les hommes blancs, et ils nous tuèrent en aussi grand nombre que les animaux, pour s'enrichir. Puis vinrent d'autres hommes blancs, et ils tuèrent les premiers pour prouver qu'ils étaient les plus forts. C'est pourquoi, aujourd'hui comme autrefois, ce pays n'est à personne. Donc le conflit entre les Premières Nations et les colons et soldats européens évoque une des tendances des westerns états-uniens, où la plupart du temps les indigènes sont du mauvais côté du progrès, même si on tente de les montrer avec dignité et compassion. Citons à titre d'exemple historique The Searchers, chef-d'œuvre de John Ford de 1956, ou encore en 70 Little Big Man, Dr. Penn. Tel est aussi le cas dans Alien Thunder, drame western historique réalisé en anglais en 1974 par Claude Fournier.
Dans ce film, qui met en vedette un jeune Donald Sutherland en début de carrière, il s'agit des Autochtones du Saskatchewan qui sont poursuivis et ciblés par lui et ses officiers. Toutefois, le film prend soin d'offrir le point de vue des indigènes, à commencer par la narration de leur déposition au début du film, mais aussi plus tard dans la scène de bataille que je voudrais vous montrer maintenant. Excellent! Commence firing! Vous allez reconnaître des acteurs autochtones célèbres. Là. Chose à noter, dans tous ces films de fiction dont je viens de vous parler, des années 70 et plus encore, c'est que le discours dominant, aussi compatissant qu'il soit sur le sort des indigènes, est néanmoins produit par des Québécois et Québécois de souche. Mais, toujours est-il, ces réalisateurs comprennent qu'ils ne peuvent plus représenter ce conflit entre indigènes et colons de la même manière qu'autrefois, comme dans les vieux westerns. Donc, dans les films des décennies ultérieures, par exemple Visage pâle de Claude Gagnon, sorti en 85, ou encore l'autre film que je vais vous montrer de Robert Morin, c'est des situations où ils essaient de donner voix aux préoccupations des indigènes et même, plus encore, prendre parti de leur côté. Donc, 1994, c'est l'année où Robert Morin tourne son deuxième film, Windigo, et là, il met en scène la résistance des Premières Nations à la colonisation à travers un scénario de sécession. Ce deuxième long métrage prend donc tout son sens symbolique quand on se souvient de la crise d'Oka de 90 et aussi du fait qu'en 95, une année après la sortie du film, il y aurait le deuxième référendum sur l'indépendance du Québec. Dans le film de Morin, alors, ce sont pourtant les indigènes qui se séparent pour établir un nouveau pays appelé acquis, mais tout ne leur est pas acquis. Ils devront essayer de repousser les envahisseurs blancs qui montent la rivière dans un vieux bateau en les accueillant par une fusillade digne du OK Corral. Dans la séquence que je vais vous montrer, Eddie Laroche, le chef des Autochtones rebelles qui se meurt, livre son dernier credo et ultime refus. Moi, j'ai choisi de l'être. C'est un choix que j'ai fait, ça. Tout le monde ici a choisi d'être malade. On a décidé qu'on allait mourir avant de devoir vivre dans un univers de blancs. Et là qu'on rend la différence entre ton village et le nôtre. Eddie, arrête! Eddie. Fais pas ça. On peut pas vivre sans penser à la mort. Sans jouer avec elle. Sans la provoquer aussi. C'est ça la force des peuples qui se tiennent debout. T'es rendu trop blanc pour comprendre ce qu'on vit ici.
été trop loin de nous autres. Ils ont décidé de nous sauver, comme s'il le fallait. Malgré nous, sans essayer de comprendre ce qu'on est vraiment. Mais maintenant, vous pouvez plus rien faire pour nous. Ni en bien, c'est certain. Ni en mal. Donc, je crois que vous voyez qu'au fil des films, on a un discours de plus en plus résistant. Encore est-il que c'est un discours scénarisé par des Québécois de souche et non pas produit par les Autochtones eux-mêmes. Donc, le cinéma autochtone, autoproduit, ne commence qu'à prendre son élan plus ou moins à l'époque où Morin tourne Wendigo, au début des années 90. Je terminerai donc cette première piste autochtone avec le film qui, avec le plus de rigueur et de panache, je trouve, déconstruit le portrait comique de l'Indien. C'est en 2009 que Neil Diamond livre son documentaire remarquable Real Indian, Hollywood et les Indiens, coproduit par l'ONF et Resolution Pictures. Dans son récit, qui résume un siècle de représentation hollywoodienne des peuples indigènes massacrés ou en voie de disparition, Diamond capte les témoignages des réalisateurs et acteurs célèbres des westerns, y compris Clint Eastwood, qui, de leur propre aveu, sont conscients des mythes sur lesquels le western s'est construit, sans pour autant pouvoir sortir totalement des grands tracés par et pour le genre. Donc là, je vais vous montrer une séquence de ce film où il laisse parler des réalisateurs célèbres comme Jim Jarmusch et Chris Eyre. That is a genocide that occurred, and the culture wanted to perpetuate the idea that these people are now mythological. You know, they don't even really exist. They're like dinosaurs. The reason that Indians were projected so heavily into movies was the romance of the tragedy. Greek, Roman tragedy. The Western as a form is a very open form. It's a very pure kind of American metaphor, a kind of frame within which you can write or say all kinds of things. I think that the cinema was created to film First Nations. At the beginning, they were really pioneer when they went west with the first movie camera. If you look at The Iron Horse, John Ford's film, the promotion they did from that film, they are telling you that the crew was living like the pioneers, you know, that they were going through the same experience. Cette dernière image, en fait, vient du Great Train Robbery de 1903, ce premier film dont je vous ai parlé au début, où l'un des bandits semble tirer sur le public et ainsi inaugure le stéréotype du cowboy filmique au pistolet rapide. La réponse de Neil Diamond à cette iconographie meurtrière est de montrer non seulement que les Premières Nations ont survécu à la disparition si souvent dépeinte dans les westerns, mais aussi qu'ils ont commencé à filmer leurs propres histoires, dont Atanarjuat de Zacharias Kunuk offre le plus bel exemple, et l'exemple sur lequel il termine son film. Atanarjuat, couronné de la Camarado Racan en 2001, est d'ailleurs non sans rappeler les récits de survivance et de vengeance qui foisonnent dans les westerns. Sauf que dans ce cas, il s'agit d'une légende inuite, tournée en Inuktitut par le peuple qui le parle, et non pas produit, créé, informé et diffusé par les Blancs. Pour reprendre la formule savante de Michel Rahiha, dans leur quête d'une souveraineté visuelle, comme elle le dit, les indigènes se sont enfin emparés des outils d'Hollywood pour raconter non pas leur disparition, mais leur arrivée sur le grand écran. Le film de Diamond démontre ainsi l'influence durable des westerns, tout en exposant l'insuffisance et les effets nuisibles des lieux communs du genre, tant sur les Autochtones comme lui, que sur les spectateurs non indigènes qui ne saisissent pas forcément l'envers du texte de tel récit. Piste 2. Les pionniers et les cowboys québécois.
Pour retrouver les traces de ma deuxième piste, il faut revenir aux années 70 et les premiers films de genre produits ici. De tous les réalisateurs ayant puisé de l'inspiration dans le western, il convient de saluer le travail de Gilles Carr, qui, avec Red en 1970, La vraie nature de Bernadette en 1972 et La mort d'un bûcheron en 1973, essaie de resituer certains codes du genre dans un contexte contemporain. Dans Red, restauré et sauvé de l'oubli par éléphant, il s'agit d'un métis qui, vivant avec un pied dans le monde autochtone du côté de sa mère et l'autre dans la vie urbaine avec son bolide décapotable et ses vêtements à la mode, se retrouve accusé de meurtre et poursuivi des deux côtés. Être en porte-à-faux, qui cherche une justice de son propre cru, Red ne pourra pas sortir indemne de son histoire de vengeance. Bernadette, pour sa part, choisira de quitter la ville pour la campagne, mais son retour à la nature ne lui épargnera pas l'éclatement de la violence, comme dans les bons vieux westerns. Dans La mort d'un bûcheron, c'est encore la nostalgie de la vie plus simple d'autrefois, avec Maria Chapdelaine en intertexte et les chansons country de Willie Lamotte pour créer l'atmosphère. L'arrimage de la musique country et le deuil d'un mode de vie en déclin est également présent dans le film de Jean-Claude Labrec en 1972, Les Smats, où l'un des personnages cite Gene Autry, le cowboy crooner, comme modèle. Le dernier film faisant partie de cette tendance à exploiter les codes du western que je voudrais signaler est, comme Alien Thunder ou Les Maudits Sauvages, un drame situé au passé. J.A. Martin, photographe, de Jean Gaudin, sorti en 1976 et primé à Cannes, est un bel exemple de comment les codes historiques du genre, comme le chariot couvert, la beauté du cadre naturel et les dangers de la route, peuvent se transformer en commentaires sur l'époque contemporaine. Comme la bande-annonce que je vais vous montrer le souligne, l'épouse qui veut accompagner son mari en tournée de photographe offre une occasion d'insérer un certain discours sur l'inégalité des rapports entre hommes et femmes, qui n'est pas sans rappeler des débats féministes de la période contemporaine du film. Tu parles à des enfants? Non, j'y vais. Je te parle de nous deux. Je pense que c'est la première fois en 15 ans que je fais pas le café le matin. Voilà. Les enfants, vous n'oubliez pas. Quand je vous dis bougez plus, vous bougez plus. Hein? Au champ comme tout le monde. Quand tu reviendras à la maison, peut-être tu seras un petit peu plus là. Au lieu de te fourrer à la tête toute la journée en dessous de ton maudit voile noir. La pause des dames. La pause des hommes. La fin des dames. La fin des hommes. Qu'il a réussi à capter, même les photos qui rappellent tout des vieux westerns, je trouve que c'est un bijou que ce film. Les sous-titres, par contre, il y avait une erreur dans le nom du réalisateur. Notons que Monique Mercure a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce rôle, ce qui confirme à quel point son jeu a trouvé résonance avec le public de l'époque. Même si j'ai du mal à trouver une autre période où il y a eu un tel engouement pour les codes et les thèmes du western, sa présence est loin d'être invisible pendant les décennies subséquentes. Là, je parle des années 70, c'était un moment très très fort dans l'exposition Rencontre. Prenons quand même, à titre d'exemple, ce qui est, à mon sens, l'un des meilleurs documentaires de Jacques Godbout, Elias Will James, réalisé à l'ONF en 1988 comme partie d'une série de films sur l'américanité. Ce film, qui commence par des images des paysages du Far West qui ressemblent à des tableaux de Bierstadt, il y en a un aussi dans l'exposition, raconte la transformation du jeune Ernest Dufault, né au Québec
en un auteur, artiste et cowboy célèbre, Will James. Dans son film biographique, Godbout reprend le chemin de fer qui lui a déjà servi pour quelques arpents de neige pour figurer le départ d'Ernest en quête de son destin dans l'Ouest. Ernest Dufaux, lui, partit seul en train, avec un sac de biscuits village et 10 $ en poche. Il avait 15 ans. La grande aventure commençait. En roulant à bord du train, Ernest Dufaux partait à la rencontre de Will James. Pourtant, ses livres sont remplis d'allusions aux personnages et aux événements de son enfance québécoise. Le géant Beaupré, par exemple, y tient un rôle important. Et ces récits, même s'ils ont été écrits à des milliers de kilomètres de sa patrie, rappellent par leur thème ceux de ses contemporains restés sur le quai de la gare. Claude-Henri Grignon, Ringuet, Germaine Guèvremont, Félix-Antoine Savard. C'est la justesse avec laquelle Godbout présente sa biographie qui fait écrire à Marie-Claude Loisel dans son compte-rendu pour 24 images, et je cite, que le Far West est aujourd'hui un mythe et n'existe plus que dans la mémoire de l'histoire et dans les films qui en ont fixé l'image. Pourtant, dans la tête de nombreux Américains, comme des Québécois, il existe toujours comme si rien n'avait altéré l'histoire depuis plus d'un demi-siècle. Fin de citation. En effet, pour rendre son documentaire plus pertinent et actuel, Godbout réussit à y incorporer les histoires de quelques vrais cowboys québécois contemporains, dont la passion pour les chevaux et les rodéos fait écho à celle de Will James. Prenons comme exemple Yvon Bédard, qui lui aussi a changé son nom pour faire sa carrière aux États-Unis, et il livre ce témoignage parmi d'autres, mais celui-là, c'est celui que je préfère. Tu voulais devenir un cow-boy professionnel. Oh oui, c'est ça que j'ai fait. Tu as quitté Repentigny de la province de Québec pour devenir un cow-boy professionnel. C'est ça que j'ai fait. J'étais 15e dans le standing pour bareback ride, les broncs. Oh oui. Et tu es resté longtemps aux États-Unis? 18 ans. J'étais un cowboy 12 ans. 11 ans. C'est difficile? La seule chose qui était beaucoup difficile, c'est je parlais pas anglais du tout. Je parlais que français. Et puis, je pouvais pas communiquer. Et comment tu as appris l'anglais? Par écouter. Et puis après 5 ans, quand j'ai lâché le rodéo, ça fait 11 ans après que j'ai parti ici, j'ai été au collège. J'étais au collège pour 5 ans. Ah, tu as étudié là-bas? Ah oui, à Los Angeles. Là, j'ai étudié acting, comédien, c'est ça? Et puis, d'autres choses, chanter. Et puis, je joue de la guitare aussi. Dans mon cœur, je vais toujours être un cowboy. Parce que ça, c'est ma vie. C'est mon amour. C'est pour ça que je veux faire des westerns. Les cowboys québécois rêvant de la gloire comme Bédard, ils existent encore au Québec. La preuve étant que l'un des plus grands rodéos et festivals western en Amérique du Nord a lieu chaque année à Saint-Tite, ici. Le Québec et le cinéma québécois de genre n'ont pas fini avec le western et l'américanité qu'il véhicule. Ce qui m'amène à ma troisième piste en guise de conclusion, que j'appellerai le western de l'avenir. Depuis que Gene Roddenberry a décrit la série originale de Star Trek comme un space western, ou que la guerre des étoiles a repris les motifs, comportements et abreuvoirs des cowboys, l'idée que les épopées de l'espace feraient écho aux histoires du Far West n'est plus surprenante. C'est d'ailleurs une formule qui connaît parfois un certain succès, comme la série télévisée Firefly, lancée en 2002 par Joss Whedon, ou encore celle de 2016 sur HBO, Westworld. Toutefois, ma dernière piste aujourd'hui a comme cadre une galaxie plus près de chez vous, à savoir des films d'un avenir où la vie sur Terre retrouve les allures du Far West sans se décoller vers un ailleurs peuplé d'extraterrestres à apprivoiser, sinon à abattre, exactement comme les indigènes d'Hollywood d'autrefois.
Même s'il n'est plus possible de tourner des westerns sans se montrer conscient des relents racistes et sexistes de l'histoire et des mythes du genre, certains cinéastes québécois construisent encore leurs histoires à l'aide des codes du western. Tel est le cas du film sorti l'année dernière, Les Feuilles mortes, réalisé par l'équipe de Thierry Bouffard, Édouard Tremblay et Steve Landry, qui avouent ouvertement s'être inspirés des westerns dans leur portrait d'un Québec dystopique. Ou, pour citer le critique Philippe Couture d'En Voir, et je cite, « L'homme doit défendre son avoir et son territoire, de manière souvent rude, utilisant fusil de chasse et bas instincts pour se faire. Bref, un western. » Fin de citation. Pense à ton frère, là. Pas fait pour cette vie. Ici, la charité, ça n'existe pas. Si vous rentrez, c'est pour faire du commerce. Juste du troc. Pas mal plus riche que tu penses. Hey, touche-moi pas, mon gros tabarnak! Avant, on a une dernière job. Vous êtes des étrangers, ici. Ah ouais, décolle-ça! Vous foutez la marde. On vous mettra pas en prison. On vous conne. Le film présente les histoires de 3 protagonistes, une femme et 2 hommes, un noir et puis un blanc, joué par Roy Dupuis, un peu à l'image du cowboy sans nom à la Clint Eastwood. Hein? Il règle ses comptes avec son fusil et survit grâce à ses talents de chasseur. Il est d'ailleurs métis d'origine et porte une ceinture fléchée pour comble d'authenticité. Visiblement, dans un Québec post-apocalyptique, celui qui survit le mieux n'aura pas oublié ses racines de pionnier ou de coureur de bois et sera autosuffisant comme eux. Comme le dit l'un des réalisateurs, le film d'anticipation reste une bonne manière de réfléchir à notre monde. À l'idée notamment qu'on est une société qui manque de ciment social, qui n'a plus de collectif. Tout le long du film, c'est du chacun pour soi. Fin de citation. C'est d'ailleurs pourquoi la femme dans le film, Marianne, doit trouver le moyen de se venger sur ses violeurs sans soutien d'autrui, dans un renversement du motif du cowboy justifié, si familier dans le western. Dans Les Feuilles mortes, on meurt si on ne tire pas plus vite que son ombre, ou si on n'est pas plus cruel que son adversaire. Or, si Les Feuilles mortes offrent la preuve de l'influence persistante du western sur le cinéma québécois contemporain, ce n'est pas le seul film récent qui adopte les motifs du western pour décrire un avenir sombre. J'espère que vous aurez deviné ce qui vous attend au bout de ma route. Mon ultime exemple étant le dernier chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pas encore, Blade Runner 2049 offre la suite de l'histoire de Deckard, le Blade Runner originel, dont la tâche est d'éliminer les robots qui essaient de survivre au-delà de leur date d'expiration. You're a cop. I did your job once. I was good at it. I know. Ce que j'adore dans cette reprise de l'univers imaginé par Ridley Scott, c'est la liberté avec laquelle Denis Villeneuve a pu élaborer sa vision d'un avenir dans l'Ouest américain, ravagé par la pollution et envahi jusqu'à la moelle par une technologie qui cherche à créer l'illusion du réel. Dans son jeu entre le réel et l'illusion, le passé et le futur, cette suite de Blade Runner réussit à faire croire que notre passé, en l'occurrence l'enjeu de la survie, en dépit du paysage hostile, thème si cher au western, notre passé donc, est aussi un avenir plausible. Harrison Ford, qui reprend Deckard en plus vieux, brandissant son arme pour protéger son père. Ryan Gosling, qui, tel un cowboy, abat les replicants périmés, sans hésitation, parce qu'ils sont des hors-la-loi, voyageant, lui, dans son bolide aussi fidèle qu'un cheval. Puis enfin, les paysages poussiéreux ou bien enneigés, ce qui revient au même, comme dans Pour quelques apports de neige. Tous ces éléments font
que le film est un hommage et une révision des codes du western dans le cadre dystopique d'un avenir déshumanisant et sans espoir. Ou presque. C'est sans doute en partie une question de moyens qui fait que le film de Denis Villeneuve offre une vision futuriste du western dont on ressort ébloui. Mais c'est plus que cela. Comme les feuilles mortes, Blade Runner 2049 construit un monde où la violence est omniprésente, la survie difficile, et où ceux qui ont le pouvoir, les armes et la meilleure technologie font la loi. Je suis peut-être un peu trop nostalgique des bons vieux westerns, mais pour moi, le cowboy tragique qu'incarne Ryan Gosling est la clé du film, car il rappelle les francs-tireurs du Far West dont un geste de clémence finit par changer le cours d'un destin. En cela, Villeneuve rejoint une longue tradition du western où le héros, imparfait mais vaillant, doit mourir, mais d'une belle mort qui compte et pour lui et pour nous. J'espère avoir pu vous convaincre que l'influence du western sur le cinéma québécois est non seulement perceptible dès les débuts de l'industrie ici, pendant les années 60, mais aussi persiste jusque dans les productions les plus récentes. Même s'il s'agit d'un réalisateur québécois ayant gagné le pari de réussir à faire des films en anglais à Hollywood, il n'en reste pas moins que les cinéastes d'ici, comme Villeneuve, ont tous grandi dans une culture imbibée de la mythologie du Far West. C'est dire que le western, ce genre américain par excellence, est également un élément constitutif de l'américanité des Québécois, dont certains, rappelons-le, ont carrément participé à la création du mythe des Cowboys, comme Godbout nous le montre dans Alias Will James. Pour ma part, je suis très honorée d'avoir pu partager avec vous ma vision de cette aventure et ma passion pour les contributions de votre cinématographie à l'histoire et au mythe de l'Amérique. Je vous remercie. C'est un peu un pointillé dans votre exposé. Vous dites le western, c'est lié à l'identité américaine. Bon, je pense que c'est la thèse un peu du livre que vous allez nous présenter bientôt. Maintenant, vous avez parlé des westerns spaghetti. On n'est pas les Québécois. On a peut-être un intérêt pour le western. En quoi c'est plus américain que les westerns spaghetti? Là, c'est vraiment une question. Moi, je ne connais pas du tout est-ce que, mais on sait que j'ai un collègue, Paul Bleton, qui a étudié le western dans le roman français, par exemple. Alors, par rapport aux Européens, qu'est-ce qu'eux vont chercher et qu'est-ce que nous, on irait chercher peut-être de différent des Européens ou enfin des Italiens ou des Français? Ben d'abord, c'est pas plus ou moins. Hein? Je crois pas que ce soit une question de degré. Je crois que c'est une façon de vivre cette réalité qui est distincte. Et peut-être il y a un pan d'inconnu à cela. Moi, je pense que Jacques Godbout a fait un travail extraordinaire en faisant ce film. Ce n'est pas qu'on ne savait pas que Will James avait été Ernest Dufault avant que Godbout fasse son film, non. Hein? Mais il a quand même mis le doigt sur quelque chose, parce que dans le film, il explique qu'Ernest Dufault ne voulait pas reconnaître qu'il était québécois d'origine, parce qu'il pensait que ça allait porter atteinte à son authenticité de cowboy, et si son authenticité était remise en question, qu'il n'allait plus jamais être croyable. Donc pour moi, là, je pense que c'est mettre le doigt sur cette question d'authenticité. Et les Québécois, parce qu'ils ont participé à l'ouverture de ce continent, ils ont déjà cette authenticité de l'expérience. Hein? L'expérience que d'ouvrir un pays, hein? Que d'avoir à s'affronter contre les indigènes qui étaient déjà là. Hein? Tandis que parce qu'ils sont restés le colon, hein, ils ne sont pas rentrés en France, donc l'expérience était vraiment à une distance différente pour les Français. Et pour les Allemands, qui eux se sont intéressés beaucoup plus aux histoires des indigènes qu'aux histoires des cowboys, quand ils ont fait des westerns. Hein, pour les Italiens, pareil, hein, ce n'est pas eux qui ont exploré le continent. Donc historiquement, je pense qu'il y a un lien beaucoup plus direct, sinon participatoire, hein, dans le développement de cette identité américaine, qu'on dit américaine, mais c'est plus que états-unienne, hein, je veux dire. Je pense que c'est à l'échelle du continent. Ceci dit,
Dans la cinématographie québécoise, est-ce que tous les réalisateurs vivent cela au même degré? Pas du tout. Ils ont chacun leur manière d'emprunter des techniques, des idées. Comme pour les feuilles mortes, eux, ils sont allés du côté de chacun pour soi et de la question de la survie, puis la violence rapide et tout ça. Mais c'est pas ça l'imaginaire que d'autres prennent. Gilles Carle, c'est dans Red peut-être, mais pas du tout de la même façon dans La vraie nature de Bernadette ou encore dans La mort d'un bûcheron. C'est sur un temps beaucoup plus nostalgique. Et c'est ça qui perce, je crois, dans J.A. Martin, photographe. C'est cette nostalgie d'un passé où justement la rencontre avec la nature était beaucoup plus simple. Mais tous les codes du chariot couvert et tout le reste, c'est exactement ce que vous allez voir dans l'exposition. Il y a même des tableaux de comment on essayait de faire descendre les chariots du haut des falaises pour traverser la piste de l'Oregon. Hein. C'est faramineux. Mais ça fait partie de l'expérience même des Québécois. Ils ont vécu ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un rapport un peu différent. Mais pas plus ni moins. C'est juste digéré et vécu comme une réalité plus directe, je dirais. Sauf que vous dites, je me permets, oui, je t'en prie. Vous dites, c'est vrai que dans l'imaginaire western américain, états-unien, l'Amérindien et le sauvage a poussé, a repoussé, alors que historiquement, il y a eu alliance. Ici. Il y a eu alliance des Canadiens et des Français, mais des Canadiens avec les Amérindiens, dans une perspective évidemment coloniale, de domination, de suggestion, mais ça s'est passé très différemment des Américains. Ouais. Et est-ce que ça, vous avez vu ça dans le cinéma? Parce que justement, Ben, je dirais c'est pour ça que dès le début du cinéma de genre ici au Québec, on a donné une voix différemment aux indigènes. Tandis que aux États-Unis, il y a eu des décennies où c'était les méchants. Les Indiens, c'était les méchants qu'il fallait tuer, hein, dont il fallait prendre les terres parce qu'ils faisaient obstacle au progrès. Mais c'est pas du tout ça. Hein? Normalement, dans les films québécois, comme dans Alien Thunder, c'est une question de justice. Hein? La raison pour laquelle Donald Sutherland poursuit les indigènes, c'est parce qu'ils ont tué quelqu'un. Hein? Donc lui, il veut rétablir l'ordre. Ce n'est pas pour prendre les terres, même si c'est exactement ça qui s'est passé. Hein? Et justement, le film donne une légitimité au regard des indigènes. Quel espoir avez-vous que nos autochtones reprennent la caméra et nous racontent d'eux-mêmes leur propre vision du western? J'ai la certitude qu'il y a toute une génération d'Autochtones québécois qui font carrière dans le cinéma. J'ai pu inviter Jeff Barnaby, qui est le réalisateur de Rhymes for Young Bulls, à mon université il y a un couple d'années. C'est un talent faramineux. Et lui, son bébé, c'est les films de science-fiction. Donc, très souvent, dans ses films, il essaie de jongler avec les conventions du genre de la science-fiction, hein, mais pas du western. Donc, c'est assez intéressant. Hein, leurs sources d'inspiration sont multiples, mais il n'est pas le seul. Hein, il y a énormément de réalisateurs autochtones qui travaillent actuellement, très souvent inspirés par le Wapikoni mobile. Hein, ils commencent leurs premiers travaux avec le Wapikoni, puis ils font des films intéressants. D'ailleurs, j'ai récemment parlé d'un autre film de Robert Morin, Les 3 histoires d'Indiens, qui n'était pas fait par les Autochtones. C'était un scénario et un tournage, réalisation de Morin lui-même, mais quand même dans un très très grand respect. Et l'un des personnages principaux, c'est un jeune qui a travaillé avec le Wapikoni et qui veut monter sa propre émission de télévision à la réserve où il habite. Donc il y a une espèce de prise de parole, prise des moyens par les Autochtones que Morin lui-même, à une distance, montre sur l'écran. Et je trouve ça beau. Et d'ailleurs, ce personnage est le seul qui a une voix dans le film. Les autres personnages autochtones ne parlent pas. Donc lui qui a la caméra, c'est lui qui parle. Et je trouve que c'est très parlant, hein, comme symbolique. Merci infiniment. C'est vraiment un grand honneur de vous avoir et une grande générosité d'être venu. Merci à tout le monde. Hein? Merci.